Cette vidéo est sponsorisée par Holzkern. Holzkern, maintenant vous le savez, je ne vais pas revenir dessus en long en large, c'est une société qui fabrique des montres, des bijoux, des sacs à main à partir de matériaux naturels, du bois, de la pierre, nacre, feuilles, fleurs, plumes de paon. C'est des modèles qui sont fabriqués en petite quantité, chaque modèle est unique, etc. Toutes les infos, le lien dans la description, ça vous savez. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi et de mon rapport justement à Holzkern et plus spécifiquement aux montres. Depuis que le téléphone portable existe, en gros, et depuis que j'ai une montre dans la poche avec le téléphone, je porte pour ainsi dire plus de montres. Mais j'aime bien avoir une jolie montre à certains événements, quand je vais à une soirée, quand je vais à tout type d'événement, un mariage, peu importe. J'aime qu'une montre soit jolie, j'aime qu'elle fonctionne bien, et j'ai pas nécessairement 30 000 € ou 50 000 € à mettre dans une belle montre. Et c'est vrai qu'avec Holzkern, l'avantage c'est qu'on a d'abord des designs qui sont toujours élégants. Je vais vous montrer après un modèle qui, sur le papier, est un modèle que je devrais pas aimer. Et vous allez voir qu'il est élégant et qu'il est classe. Voilà, donc ce sont des modèles élégants, beaux, qui sont étonnants parfois. Je vais vous montrer celui-là en gros plan, vous allez voir. Celui-là qui est donc à partir de céramique et d'argent, qui est celui que je porte le plus souvent en ce moment. Et clairement, l'avantage avec Holzkern, c'est que, sans vous ruiner, vous pouvez acheter une, deux, trois montres. Le seul inconvénient, je vous dis tout de suite, le seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas avoir une collectite aiguë. Parce que, à chaque fois que vous allez aller sur le site, vous allez voir de nouveaux modèles qui, quelques semaines plus tard, sont plus disponibles. Mais, vous voyez, par exemple, moi, ce modèle avec la plume de paon, c'est un modèle, je le porte pas souvent, j'adore ce modèle. En bois, avec plume de paon, quoi. Et donc, ce modèle que j'avais dit qui sur le papier devrait pas être pour moi, et que j'allais vous montrer, en fait, c'est ce modèle-ci, qui est donc en or et érable, mécanisme automatique, donc qui marche sans pile, hein, c'est-à-dire que ça fonctionne simplement avec les mouvements. Quand vous portez la montre au poignet, simplement les mouvements naturels de votre bras la permettent de tourner, ce qui fait que si vous la posez et que vous la mettez pas pendant 3 jours, elle s'arrête, hein, voilà. Et avec le mécanisme qui est apparent, mais sur un fond de cadran qui est un peu fumé. Et moi qui n'aime pas les montres dorées, je dois dire que celle-ci, tout particulièrement, bah, je sais pas, elle a un truc en plus, je trouve. Tout ça pour dire, voilà, qu'avec Holzkern, vous pouvez tranquillement vous lancer dans la collection de jolies montres. Vous pouvez avoir un modèle que vous mettez tous les jours, puis un deuxième modèle que vous mettez à certaines occasions, un troisième, un quatrième. C'est également un très, et pour le coup je parle d'expérience, un très très beau cadeau que vous pouvez faire sans vous ruiner. C'est-à-dire que le gap entre ce que ça vous coûte et l'effet que procure le cadeau, il est vraiment grand, quoi. Ce sont des montres qui sont vraiment très belles pour le prix qu'elles coûtent. Et si vous utilisez en plus, donc avec le lien dans la description, le code YPENSER, vous avez 15% de remise sur votre commande. Voilà, j'ai essayé de faire un truc un petit peu différent cette fois-ci. J'espère que je vous aurai convaincu. Encore une fois, merci à Holzkern de me faire confiance et de continuer à me faire confiance. Quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Connaissez-vous le point commun entre Abraham Lincoln, Walt Disney et Steve Carell? Ah, ce sont 3 hommes? Non, ok, mais sinon. Ah, et t'avises pas de me dire qu'ils sont tous les 3 américains, sinon je te jure tu prends un pain. Bon bah, je sais pas. Petit indice, les 3 hommes ont fait partie de la même organisation. Tu vas où là avec ça? Une organisation très ancienne, dont les origines remontent au moins, oui, parce que c'est très difficile d'en déterminer l'origine précise, mais ça remonte au moins à l'Antiquité. Une organisation millénaire. J'espère qu'on part pas dans des trucs chelous. Au Moyen-Âge, cette organisation continue de se développer, innove et trouve des solutions pour subsister dans tous les royaumes. Putain, je sens venir la secte chelou là, on va se prendre de la haine dans les commentaires, de ouf. Plus que d'hab? Non, quand même pas. Bon. Non mais il est quand même pas en train de parler du judaïsme. Partout où les humains ont des idées à partager, ils sont là. Ah, c'est bon, je crois que je l'ai. Encore aujourd'hui, ils sont partout. Ils trouvent continuellement de nouveaux moyens d'atteindre leurs objectifs. Ils utilisent des animaux,
des moyens aéronautiques, des missiles, ah non bah j'avais pas en fait, des fusées, etc. Ils agissent dans l'ombre afin que le monde continue de tourner. Ils sont dans tous les pays, dans toutes les villes, dans toutes les campagnes, même en Lorraine. Même en Lorraine. Bon bah j'ai, alors finalement c'était pas si compliqué. Ah non, je suis d'accord. Et toi? Moi aussi je crois que j'ai. Du coup pour vous départager, je vais compter jusqu'à 3 et on lit en même temps. Ok, ça marche. 1, 2... Attends. Tu comptes 1, 2, et on y va à 3, ou tu comptes 1, 2, 3, et on y va. Non, c'est trop cliché comme blague, arrête ça. Pardon. Prêt? 1, 2, 3. Les Illuminati. Les roues. Attends, quoi? Ouais, les postiers, j'ai dit aussi les postiers. Attendez, j'ai pas rêvé, il y en a un de vous deux qui a dit les roues. Oh, j'ai pas souvenir d'avoir entendu ça, moi. Donc tu disais les postiers. Oui, les postiers, les gens qui livrent le courrier. Les facteurs, quoi. Aujourd'hui, on va parler des postiers, parce qu'il y a une situation que vous avez tous, absolument tous, vécu au moins une fois dans votre vie, et il faut qu'on en parle. Vous êtes chez vous, et dans un moment d'égarement, vous avez commandé une superbe chope, un mug 12 par sec, dégueulasse sur sa boutique en ligne, parce que pourquoi pas, et le livreur est censé passer aujourd'hui même, entre 7h du matin et 23h. C'est sa fourchette de livraison. Vous attendez, et comme ça, sur le coup de 16h, 16h30, sans raison particulière, vous décidez de descendre voir dans la boîte aux lettres au cas où le gars serait passé et aurait mis le paquet dans la boîte aux lettres sans vous déranger. Vous ouvrez la boîte aux lettres et vous trouvez un avis de passage. Alors que vous étiez là toute la journée et que vous n'avez pas bougé justement pour réceptionner cette livraison. Face à cette situation, il est aisé de considérer que les postiers ne sont pas véritablement impliqués dans leur métier et que ce sont en réalité d'immenses trous de balles. Il n'en est rien. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, et je pèse mes mots. Les facteurs, au même titre que les explorateurs, ou les astronautes, ou les chirurgiens, sont parmi les professionnels les plus investis au monde. Alors que fondamentalement, leur but c'est de vous livrer votre courrier dont personne à part vous n'a strictement rien à foutre. Oui. Et dans cette vidéo, qui n'est absolument pas secrètement sponsorisée par la Poste, je précise, je vais m'efforcer de vous montrer jusqu'où sont capables d'aller ces professionnels de l'extrême pour vous l'apporter. Votre mug nul 12 par sec, là. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours de l'histoire, les postiers ont utilisé des centaines de moyens différents de transmettre votre courrier d'un point A à un point B. Voilà. On va pas faire le tour de toutes les méthodes, ce serait trop long. On va simplement parler des meilleurs, ainsi que des plus débiles, évidemment. Mais il y en a des débiles. Oh putain, oui. Je veux dire, c'est déjà assez fou d'essayer simplement de s'imaginer le nombre d'hommes et de femmes qui chaque jour s'évertuent, que ce soit par vélo, moto, voiture, camion, train, avion, bateau, à transférer des tonnes et des tonnes d'envois pour vous. Mais pensez un petit peu également aux facteurs qui transportent le courrier à dos de mule. À quelle époque? Bah, à notre époque, là, au moment où je parle. Aux États-Unis, dans le Grand Canyon, depuis les années 30, 5 fois par semaine, la Poste distribue du courrier à la tribu amérindienne, Havasupai, à dos de mule. Et ça s'appelle le Mule Train, parce qu'il y en a plein des mules, qui font ce trajet en transportant des centaines de kilos de courrier et de provisions chaque semaine. Alors c'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'ils utilisent des animaux pour transporter du courrier. T'as déjà entendu parler du Pony Express? Le machin super cringe avec Tom Hanks? Non, ça c'est le Pôle Express. La chanson de Madonna? Non, ça c'est Express Yourself. Le réalisateur de Tree of Life? Terrence Malick? Non, vos gueules. Dans les années 60, 1860, aux États-Unis, un entrepreneur se rend compte qu'il existe peut-être une opportunité de business parce que transporter du courrier de la côte est américaine à la côte ouest américaine, bah c'est long, compliqué et ça coûte cher. Soit on passe par bateau et ça prend 6 mois, soit on le fait à diligence et ça prend 1 mois. Et son idée est la suivante. Pourquoi utiliser un cheval qui va marcher sur toute la distance, ce qui est tout de même super lent, quand on peut utiliser un cheval qui galope toute la distance, ce qui est certes plus rapide, mais a tendance à tuer le cheval. Et c'est là qu'est tout le génie de la société Pony Express. Il n'a pas un cheval, il a
des chevals. Des chevals? Oui, la société emploie pas moins de 400 chevaux sur tout le trajet, avec en gros des étapes, des écuries, tous les 20-30 km le long du trajet. Pardon? Je vous mets en situation, vous êtes un employé de Pony Express, vous devez aller envoyer un truc jusqu'à San Francisco, vous partez le lundi matin avec votre cheval au galop, et au bout de 25 bornes, bah, votre cheval, il est éclaté, et vous changez de cheval. Vous en prenez un tout neuf. Et vous repartez comme ça sur 30 bornes. Et vous faites comme ça sans s'arrêter pendant 10 jours. Donc juste là, qu'on soit bien clair, hein, c'est à peine moins con que dire qu'on va faire 500 bornes en bagnole électrique avec un cap de 2 km, avec la bagnole qui est branchée, que tous les 2 km, on arrête, on enroule le câble, on le rebranche sur une autre prise et on repart pour 2 bornes. Hein. Alors, ok, je vois, mais en quoi ça montre que ces gars-là sont des oufs? Mais parce que c'est ces gars-là qui se tapent les 10 jours de trajet au galop. Tu rigoles, les gars, c'est des stars. Ah, des stars, je veux dire, à t'entendre, les mecs, c'est Thomas Pesquet, faut pas déconner non plus. T'as déjà entendu parler de Buffalo Bill? Bah, c'était un gars du Pony Express, voilà. Le gars était tellement une resta qu'ils en ont fait une chaîne de restaurants. Tu me le montres, le Pesquet Burger? D'ailleurs, ça respire le western, cette histoire. Je veux dire, matez l'annonce, l'offre d'emploi pour intégrer l'équipe du Pony Express. Vous risquez votre vie tous les jours, orphelin de préférence, 25 $ par semaine. Uniquement des mineurs, hein. Effectivement, on est pas mal niveau Far West, là. Et ça a duré combien de temps, ce truc-là? Bah, pas très longtemps, en réalité, parce que, à peu près en même temps est arrivé le train à vapeur, qui était quand même un système plus simple et plus fiable et moins cher que d'aller flinguer 400 chevaux tous les 10 jours pour vous livrer une carte postale. Ah ouais? C'était vraiment moins cher par train? Bah ouais. Tu connais pas l'histoire de Charlotte May Piersdorf? Non, c'est quoi? Alors déjà, pas c'est quoi? C'est qui? Ok, c'est qui? Tu vas kiffer, écoute ça. Le 19 février 1914, les parents de Charlotte, qui est alors âgée de 5 ans, décident de l'envoyer chez sa grand-mère en train. Sauf que le problème, c'est qu'envoyer une gamine de 5 ans par train, c'est compliqué et ça coûte cher. 1,55 $, et on va dire qu'à l'époque, c'est cher. Voilà, sachant en plus que il y a personne qui va s'occuper d'elle. Donc, niveau sécurité, pour une gamine de 5 ans, c'est franchement pas ouf. Et donc, ils ont décidé de l'expédier par la poste. Pardon. Comme ce n'est pas explicitement interdit et qu'elle est sous la limite du poids, bah, il l'expédie dans le train en tant que colis avec un timbre sur son manteau. Et personne n'a rien dit. Bon, en l'occurrence, le facteur, c'était un cousin de la famille, donc je pense que ça s'est bien passé, en vrai. Du coup, ils ont payé le prix d'un colis. Bah, comme elle était vivante, ils l'ont expédiée au tarif que ça coûte d'envoyer des poulets vivants par la poste. Ah ouais. Normal, donc. 53 cents, du coup. Ah ouais. Bah, et 22 kilos, quand même, hein. Putain, mais paye ton cheat code, quoi. Alors, étonnamment, c'est rapidement devenu interdit après ça. Hein. J'avoue, pas mal. Et t'en as une autre d'histoire dans le genre? Bah, ouais. T'es familier avec l'aéropostale? Le truc de Saint-Exupéry? Alors, oui, mais enfin, t'en sais un peu plus que simplement Saint-Exupéry en matière d'aéropostale? Alors, pas vraiment, parce que en réalité, pour être honnête, c'est un sujet, faut dire, voilà, je m'en bats un peu les... L'Aéropostale est une compagnie française, cocorico, dont le but a été assez manifestement de transporter du courrier par les airs. Aéropostale. Les origines de la compagnie remontent aux lignes Latécoère, un grand industriel français basé à Montaudran, juste à côté de l'actuel ENAC. D'ailleurs, un grand salut à tous les gens de l'ENAC ainsi qu'à tous les gens de l'envol des pionniers. Voilà, je vous mets un lien dans la description s'il y a des gens qui sont dans le coin et que ça peut intéresser, c'est un truc à voir. Bref, très rapidement, la compagnie rencontre le succès grâce à son professionnalisme et à une rigueur exemplaire, notamment instituée par Didier Dora. Et je t'en supplie, dis-moi qu'il était explorateur. Alors, non, pas vraiment. Même si en vrai, la compagnie devient rapidement une des plus importantes au monde, avec des lignes allant jusqu'à 17 000 km et des lignes présentes sur 3 continents et une vingtaine d'États. À la fin des années 20, alors en pleine expansion en Amérique du Sud, l'Aéropostale libère la région de l'isolement géographique en leur permettant d'échanger du courrier avec le reste du monde. Notamment, les pilotes effectuent un passage particulièrement dangereux, le passage de la cordillère des Andes. Ah ouais, dit comme ça a l'air dangereux. C'est que je me rende compte, c'est quelle hauteur à peu près? Là-bas, la montagne peut tranquillement atteindre les 6500 mètres. Et à l'époque, il y a un pilote qui se distingue en tapant continuellement l'aller-retour, c'est Henri Guillaumet. Par sa bravoure durant ses expéditions, il obtient le respect de gens comme Antoine de Saint-Exupéry ou Jean Mermoz. Mais le 13 juin 1930, malheureusement, son avion s'écrase dans les montagnes, sur un lac, pendant une tempête de neige. Une mort aussi belle que tragique, en somme. Mort? Attends, mais t'as pas encore compris que le gars était là-bas pour distribuer le courrier? T'as cru qu'il allait mourir comme n'importe quel PU qui aurait pas de courrier à distribuer? Genre un boulanger ou un plombier? Syntex a patrouillé dans le ciel pendant 5 jours à sa recherche, sans succès. Bah ça c'est logique, puisqu'il n'était pas dans le ciel.
puisqu'il s'était écrasé. Mais par miracle, 7 jours après le crash, il est retrouvé à 60 km de son avion en contrebas. Il a descendu la montagne à pied, ce con. Durant la tempête, hein. Et quand il a retrouvé Saint-Exupéry, il lui a dit cette phrase, qui depuis est restée célèbre. « Dessine-moi un mouton. » Ce que j'ai fait, je te le jure, aucune bête au monde ne l'aurait fait. Ah ouais, j'avoue, c'est classe. C'est vrai que c'est difficile de passer après cette histoire. Mais si tu veux rester dans l'aérien, j'ai peut-être un truc. Bah vas-y, dis toujours. Je te mets dans le contexte. On est dans les années 40 et aux États-Unis, il y a besoin de faire transiter des gros paquets de courrier entre les différents bureaux de poste d'une même ville. Ouais, d'une même ville. Mais quel rapport avec l'aérien, du coup? Ils utilisent des camionnettes, non? Des camionnettes. Certes, ils pourraient. Mais c'est quand même vachement moins classe que les autogires. En effet, le USPS, la poste américaine, décide d'implémenter un système permettant de relier les différents bureaux de poste indépendamment de la circulation. Donc, avec des autogires qui sont nés dans les années 20. Le système est un succès qui est implémenté dans les plus grandes villes américaines, genre Philadelphie, Los Angeles, Washington. Et ça marchait donc. Je veux dire, ils transportaient réellement du courrier. Ah, faut croire, hein, je veux dire, ça a duré plus de 10 ans. Non, mais les mecs étaient vraiment prêts à tout pour transporter le courrier. J'ai regardé à quoi ça ressemble. Ah, en effet, ça ressemble à rien. Sois pas de mauvaise foi comme ça, je veux dire, c'est cool quand même, non? Non, j'avoue, ça ressemble pas à rien. En réalité, ça ressemble à un avion dont on aurait oublié d'accrocher le cul. Mais t'as fini un peu de te moquer de mes histoires? Attends, moi j'essaie de te trouver des trucs cool. T'en as une meilleure que ça, peut-être? Meilleure qu'un avion sans cul? Oui, je confirme que j'ai, oui. Ah bah, vas-y, on t'écoute. Hein. Mon histoire implique l'armée américaine, un sous-marin et des missiles nucléaires. C'est suffisamment cool pour toi? Laisse-moi au moins finir mon truc, s'il te plaît. Quoi, mais parce que ça, c'était pas fini? C'était pas le clou du spectacle? Bah alors, la fin, c'est qu'ils ont acheté des hélicoptères. Super. Je peux y aller maintenant? Les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un missile nucléaire, ils ont enlevé la tête nucléaire. Oui, parce que sinon, c'est dangereux. Et, globalement, ils ont remplacé la tête nucléaire par du courrier. Malin. Et en 1959, le sous-marin USS Barbaro devient le premier lanceur du premier missile mail de l'histoire. Les possibilités sont géniales. Avec un engin guidé comme ça, on peut atteindre des vitesses folles, des distances folles. On peut enfin... Ça a marché? Bah, ça dépend. De quoi ça dépend? Alors, le lancement, oui, il a marché. Le US Postmaster General, hein, le boss des postiers, a dit, et je cite... Avant que l'homme n'atteigne la Lune, le courrier sera expédié en quelques heures de New York à la Californie, la Grande-Bretagne, aux Indes ou en Australie avec des missiles guidés. Nous sommes au seuil de l'ère des fusées courriers. J'avoue, putain, ça claque, mais alors du coup, ça a marché. Alors, oui, sauf que en pratique, c'était le premier et l'unique lancé de missiles guidés pour envoyer du courrier. Je veux dire, ça fait quand même cher pour envoyer, je veux dire, même si c'est pour envoyer... un mug 12 parsecs, c'est pas très pratique, en vrai. Mais sinon, l'idée était quand même ultra stylée. Hein. Et là, du coup, cette histoire, c'est bon, elle est finie? Bah, en vrai, un peu dans la même industrie, il y a eu les Rocket Mail, hein. Voilà. Mais pareil, c'était pas pratique, c'était très cher, mais sur le principe, c'était à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'envoyer des missiles depuis des sous-marins, c'était d'envoyer des fusées depuis le sol, quoi. D'envoyer des fusées avec à bord du courrier. En Inde, notamment, il y a Stephen Smith qui a réussi avec succès à envoyer plusieurs fois des missiles avec du courrier et puis du fret. Il a notamment marqué l'histoire en envoyant une fusée comme ça dans une zone qui venait d'être sinistrée par un tremblement de terre. Où il envoyait donc des vivres, des médicaments, je sais pas, enfin il envoyait des trucs pour les aider. Et l'histoire ne dit pas comment les survivants ont vécu ça. Le fait, après s'être pris un tremblement de terre dans la gueule, de voir arriver sur le coin de la gueule un missile avec des sacs de riz à bord. Ouais. Mais sinon, toi, t'en as encore une autre sous le coude? Bah, j'ai un bateau. Quoi, t'as un bateau? Bah, un bateau qui transporte du courrier. Ah bah, ça, c'est super classique, en fait. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce bateau? Ce bateau ne s'arrête pas. Ah! Dis-moi en plus. Aux États-Unis, bien sûr, en Alabama, il y a un bateau qui s'appelle le Non-Stop Boat qui livre le courrier, mais qui ne s'arrête pas. Parce qu'il doit livrer à plus de 180 maisons. Mais du coup, comment ils font pour distribuer le courrier? Ils courent. Ils courent? Qui court? Les postiers. Ils se mettent à l'avant du bateau, et quand le bateau s'approche du ponton, ils sautent du bateau sur le ponton, ils tracent en courant jusqu'à la boîte aux lettres, ils prennent le courrier s'il y en a qu'ils doivent expédier par le ils déposent le courrier à déposer, ils referment la boîte aux lettres, ils recourent le ponton dans l'autre sens, et ils ressautent dans le bateau. Et le bateau s'arrête pas. Non, je te crois pas. About a special delivery.
The challenge, dash to the mailbox and race back to the boat before it pulls away. Et qu'est-ce qui se passe si les mecs se loupent? And on this day, it was the sisters who were smiling. Bon, franchement, j'avoue pas mal. Tu m'auras pas présenté que des histoires pas ouf. Attends, t'abuses. Je veux dire, franchement, j'ai montré des trucs cool et tout. Toi, tes projets, ils étaient stylés, mais ils ont jamais marché. Je veux dire, moi, les autogires, ça a quand même duré 10 ans. Hein. Ah ouais, moi, ça a pas marché? Et Guillaumet? Guillaumet, c'est classe. Bah, du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les postiers, c'est des ouf, en fait. Ah, c'est vrai que la prochaine fois que je verrai mon facteur, je me rappellerai que dans l'échelle des grands personnages de l'humanité, il y a Magellan, il y a Newton, il y a Neil Armstrong, et puis, loin en haut, il y a mon facteur. Voilà, donc la prochaine fois que vous commanderez un mug 12 parsec à la con, même s'il y a une blague de cul dégueulasse dessus, blague de cul qu'il aura sans doute pas écrite lui-même, hein, et que vous vous retrouvez juste avec un avis de passage dans votre boîte aux lettres, dites-vous que si ça se trouve, votre facteur, il est descendu de l'Himalaya à poil dans la neige, à pied pour vous amener ce papier. Le râler là, bande d'ingrats. Et au final, rappelez-vous que vous auriez pu vous retrouver à aller jusqu'au bureau de poste en changeant de trottinette tous les 5 mètres. Donc ça va. Hein, voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, vous pensez bien sûr à la liker, à la commenter, ainsi qu'à la partager. Pensez bien à vous abonner ou à vous réabonner le cas échéant, ainsi qu'à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, les gens, restez curieux, et prenez le temps d'y penser.